Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, le mystère de la momie. Pour ce podcast inédit, je vous emmène aux États-Unis, et plus précisément à Jericho, dans l'État de New York. Le 2 septembre 1999, un vieux baril rouillé est trouvé dans le vide sanitaire d'une maison à vendre. À l'intérieur, le corps momifié d'une femme enceinte, manifestement tuée à coups de marteau. Avec pour seul indice un carnet d'adresses dans un sac à main, la police parviendra-t-elle à résoudre ce crime mystérieux ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Jericho, une petite commune de 13 000 habitants. Une ville, en apparence sans histoire, située au nord de Long Island. C'est ici que travaille Brian Parpen. Il est inspecteur à la brigade criminelle du comté de Nassau depuis 11 ans. Ce jour-là, quand le téléphone sonne, il ne sait pas encore que cet appel va bouleverser le cours de sa carrière. Allô, inspecteur Parpen ? L'homme qui m'a appelé pensait avoir découvert un cadavre. Sur le coup, ça m'a un peu étonné. Soit c'est un cadavre, soit c'en est pas un. Parpen se rend aussitôt sur les lieux. Son supérieur, Robert Edwards, est déjà sur place. Il interroge le propriétaire à propos d'un fût en métal suspect retrouvé sous la maison. Je vous assure que je ne sais vraiment pas d'où il vient. L'homme explique à l'inspecteur qu'il vient de vendre la maison et qu'il nettoyait les lieux quand il a remarqué un fût. Des déménageurs l'ont sorti. Ils ont retiré le couvercle, ont regardé à l'intérieur et ont immédiatement appelé la police. Le fût est rouillé, il est recouvert d'inscriptions et il paraît vieux. À voir son état, il se trouve là depuis plusieurs années. Je n'avais jamais senti quelque chose d'aussi atroce. Pourtant, je travaille sur des meurtres tous les jours et j'ai croisé la route de pas mal de cadavres. Il y a une chaussure et la tête d'une femme. On savait qu'il s'agissait d'un homicide parce qu'il aurait été impossible pour la victime de fermer le fût une fois à l'intérieur. À l'arrière de la maison, il y avait un petit escalier en béton qui menait à la porte de derrière. Et c'est derrière l'escalier en béton qu'il a découvert le baril. La police scientifique arrive sur les lieux pour commencer les prélèvements dans toute la propriété. Ce jour-là, ils ont pris plusieurs photos du fût. Ils ont également pris des photos des inscriptions qui se trouvaient dessus. Ils ont ensuite examiné la structure du fût. Le fait qu'il ait déjà été manipulé par différentes personnes, par le vendeur, le nouveau propriétaire et par l'agent immobilier qui les assistait, tout ça rendait inutile la prise d'empreintes digitales. C'est le baril lui-même et son contenu qui constitueraient la preuve. Quelques heures plus tard, le fût est amené à l'Institut médico-légal pour être analysé. Et voilà. Ce qu'on a d'abord remarqué, c'était que le fût était rempli de petites billes. C'est du plastique. Après des heures de fouilles minutieuses, Allons-y. le corps d'une femme est enfin dégagé. Et son état surprend les enquêteurs. On avait devant nous non pas un squelette, mais un corps qui, au fil du temps, s'était momifié. On a pu voir qu'il s'agissait d'une femme grâce à ses longs cheveux noirs. Ils lui descendaient sous les épaules et elle était très menue. Elle devait avoir entre 25 et 35 ans quand elle est décédée.
2 de ses dents de devant étaient recouvertes d'un inlay en or. Et le médecin légiste nous a dit que ce n'était pas courant aux États-Unis. Mais ça l'est en Amérique centrale. Il suppose donc que la victime vient de là-bas. L'arrière de son crâne présentait de graves blessures. D'après ce qu'on pouvait voir, elles avaient été causées par un objet contondant, comme un marteau par exemple. Elle avait reçu 6 ou 7 coups à l'arrière de la tête. Je ne suis pas spécialiste, mais déjà à l'époque, sa tenue était pas... Inspecteur, cette femme était enceinte et presque à terme. Elle était enceinte de 8 ou 9 mois. Alors on a tout de suite supposé que le meurtre avait été commis par un petit ami qui aurait appris sa grossesse et qui n'aurait pas voulu de bébé. Les enquêteurs se concentrent ensuite sur le baril rouillé, dans l'espoir d'y trouver des indices. Tout au fond du fût, on a découvert une sorte de liquide vert et visqueux. D'après le médecin légiste, il s'agissait de fluide corporel mélangé à un colorant. Mais autre chose attire leur attention. Il y a un sac à main. Carnet d'adresse. Vous pouvez l'envoyer à la scientifique ? Bien sûr. Merci. Tout au fond du baril, ils font une autre découverte. Une feuille artificielle de la même couleur que le liquide. Ce sont pour l'instant les seuls éléments dont disposent les enquêteurs pour tenter de résoudre leur affaire. De retour au bureau, Parpain épluche les disparitions impliquant les femmes d'Amérique centrale, survenues il y a 20 ans. Mais aucun profil ne correspond. Lorsqu'on enquête sur un meurtre, on commence par se renseigner sur la victime, sur les personnes qu'elle fréquentait, sur ses habitudes. Mais là, on ne savait pas qui était la victime. N'ayant aucune autre piste, les enquêteurs décident de se concentrer sur la maison de Jericho, où le corps a été découvert. Dis-moi, j'ai besoin de ton avis sur la maison. En 30 ans, elle a eu 4 propriétaires différents. Je dois tous les interroger ? Essaye de te renseigner sur eux. Les 2 hommes apprennent que la maison date de 1959. Avant l'homme qui a découvert le corps, 3 familles y ont résidé. Toutes sont plutôt aisées, avec des enfants et un casier judiciaire vierge. Pour Parpain, ça ne colle pas. Il me semblait peu probable qu'un des propriétaires ait laissé un corps sous la maison pendant aussi longtemps. Depuis le début de l'enquête, l'inspecteur Parpain a l'intime conviction que la clé de l'énigme se trouve à l'intérieur du baril. Alors il reprend son examen minutieux. Et sa persévérance finit par payer. En bas du fût, il y avait écrit RIM, New Jersey. On a fait quelques recherches et on a découvert qu'il s'agissait du fabricant de barils. L'inspecteur se rend immédiatement à l'usine du New Jersey. Vous pouvez me dire ce que ces numéros signifient ? Bien sûr. C'est la loi qui nous oblige à inscrire ces numéros. La plupart de ces fûts contiennent des produits chimiques toxiques. Alors ça nous permet de les localiser. Un peu comme avec une plaque d'immatriculation. Le 55 correspond au nombre de gallons. Le 3 au calibre de l'acier et le 363 signifie qu'il a été fabriqué en mars 1963. Et cette vignette verte, vous savez ce qu'elle signifie ? C'est un fabricant de produits chimiques à qui on fournissait les barils pour qu'ils stockent leurs produits. Parpain apprend aussi que la société en question a été rachetée en 1970. Il contacte les nouveaux patrons pour tenter de découvrir ce que contenait le fût. C'est un colorant qu'on appelle halogène vert. Les employés ont été très aimables. Et ils m'ont expliqué que ce colorant n'existait plus depuis 1970, qu'il n'avait plus été produit après cette date. Et ces perles en plastique, ça vous dit quelque chose ? Oui, on s'en sert pour les moulages par injection. Elles sont petites. Oui. Ça leur permet de fondre plus facilement. On les utilise pour fabriquer des petits soldats, des chaises ou des fleurs en plastique. Quand vous dites fleurs en plastique, vous voulez parler de ça ? Tout à fait, oui. C'est exactement ça. Merci pour votre aide. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Les billes en plastique, la fausse feuille
les numéros sur le baril, autant d'indices qui permettent de commencer à reconstituer le puzzle. D'abord, ces éléments indiquent que notre inconnu a vraisemblablement été tué entre 1963 et 1970. De plus, il est probable que le meurtrier ait travaillé ou ait eu accès à la société de moulage plastique qui utilisait ce type de colorant vert. Mais retrouver cet employé d'usine demanderait un temps fou aux enquêteurs et sans plus d'informations, les chances de réussite sont très minces. Alors que l'enquête semble patiner, de nouveaux éléments parviennent aux inspecteurs. Bonne nouvelle. Le carnet d'adresse a été analysé. Quoi? Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à en tirer quoi que ce soit. Moi non plus. Ils l'ont séché et l'ont passé au scanner. À l'aide de ces équipements à infrarouge, l'équipe scientifique a pu déchiffrer quelques-unes des pages du carnet. Grâce à eux, des notes effacées depuis 30 ans sont de nouveau lisibles. Je n'en revenais pas que cela avait été possible. Ce qu'il nous fallait, c'était son nom. Il nous fallait son identité. Encore une fois, la réponse à leurs questions se trouve juste sous leurs yeux. La première chose qu'on a remarqué, c'est un numéro précédé de la lettre A, inscrit sur la deuxième de couverture. On savait qu'elle était hispanique, alors on s'est dit qu'il s'agissait de son numéro de carte verte. Parpaine appelle immédiatement le service de l'immigration et leur demande si ce numéro correspond à quelqu'un. Et très vite, ils parviennent à trouver un nom et une photo datant de 1966. On avait enfin un nom à mettre sur notre victime. Elle s'appelait Rina Angelica Marroquín et était arrivée du Salvador en août 1966. Elle avait 25 ans. L'inspecteur est satisfait. L'inconnu du baril a enfin une identité. Avec cette information, la police va maintenant pouvoir avancer dans son enquête. Quand j'ai vu la jeune femme sur la photo, j'ai pensé aux 30 années qui s'étaient écoulées avant qu'on la retrouve. Elle était là, bien vivante. Et la seconde d'après, elle avait disparu sans que personne ne s'interroge. Mais il doit bien y avoir quelqu'un, quelque part, qui se demande ce qui lui est arrivé. Les jours suivants, il tente de retrouver les personnes dont le numéro de téléphone figure dans le carnet. Ce numéro n'est plus attribué. Nous vous informons que le numéro demandé n'est plus attribué. Ce n'est qu'à la fin de la liste qu'il parvient à joindre l'un des numéros. Je suis de la police du comté de Nassau. Pouvez-vous me dire où se situaient les locaux? Le numéro appartient à une société du Garmont District, à Manhattan. Oui, ça fait 30 ans que je travaille ici, voire plus. C'est beaucoup. Oui, La femme qu'il rencontre se prénomme Cathy Andrade et est employée ici depuis le début des années 60. Vous la connaissiez? mon petit ange. Rina Angelica Marroquín. Elle l'a appelé mon petit ange. Rina Angelica Marroquín. Elle la connaissait. Quand j'ai vu la photo, je me suis mise à pleurer. J'ai mis mes mains sur mon cœur. J'arrivais pas à y croire. Elle est morte, c'est ça? Oui, elle est morte. Ses pires craintes confirmées, Cathy raconte à l'inspecteur l'histoire qui la hante depuis 30 ans. Les deux jeunes femmes se rencontrent pour la première fois à l'église. Bonjour. Salut, bonne journée. À toi aussi. Comment tu t'appelles?
Quand je l'ai entendue parler, je me suis doutée qu'elle venait du Salvador. Je lui ai posé la question et elle m'a dit que oui. Je lui ai dit que moi aussi. Et on est vite devenus amis. Rina lui explique qu'elle est arrivée la veille et qu'elle veut repartir de zéro après une séparation. Elle travaille dans une usine du centre et vit dans un foyer de jeunes filles tenues par des sœurs. Elle aimait apprendre. Elle était joviale et chaleureuse. Au foyer, tout le monde l'appréciait. Tu parles de mieux en mieux anglais. Je prends des cours tous les jours à mon travail. C'est bien. Mon petit ami m'aide. Elle était très amoureuse de lui. J'ai jamais su son nom. Elle disait toujours « mon petit ami, mon petit ami ». Mais Cathy ne sait rien sur lui, ni sur leur rencontre. Je le soupçonnais d'être marié, parce qu'il ne pouvait la voir que certains jours. Sois prudente. Oui. Fais attention à ne pas tomber enceinte. Je suis enceinte. Rina, c'est pas vrai. T'inquiète pas, ça va aller. Mais comment tu vas faire? Il m'a dit qu'il allait quitter sa femme et me trouver un appartement. Il te dit beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il les pense vraiment? Bien sûr. Cathy. Tu en es sûre? Oui. En effet, l'homme tient sa promesse. L'appartement en question se trouve à Hoboken. Elle a arrêté de travailler simplement parce qu'il le lui a demandé. Allô? Je pense qu'il voulait que personne ne sache qu'elle était enceinte. Mais son ventre grossissait. Cathy, comment tu vas? Je l'appelais toutes les semaines pour prendre de ses nouvelles. Enfin non, c'est elle qui m'appelait. Et si elle le faisait pas, je l'appelais moi. Elle avait l'air très heureuse, très satisfaite. Rina rassure Cathy et lui apprend que bientôt son petit ami va quitter sa femme. Elle ajoute qu'il la traite comme une reine. Il l'emmenait tous les mois chez le médecin. Il était très gentil avec elle. Il lui apportait souvent de la nourriture et lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Je vais faire à manger. D'accord. Mais un jour, alors qu'elle quitte le travail, Cathy reçoit un appel. Allô? Cathy, j'ai vu sa femme. Rina, calme-toi. Elle pleurait et elle était dans un état pas possible. Elle était complètement affolée et répétait « Il va me tuer ». Il m'a dit qu'il allait divorcer. Rina, Mais c'est faux. c'est pas vrai. Rina, maintenant enceinte de 8 mois, explique qu'elle en a eu assez d'attendre que son petit ami avoue la vérité à sa femme et qu'elle s'en est elle-même chargée. Elle m'a raconté qu'elle était allée voir sa femme et qu'elle lui avait dit pour le bébé. Ça va? Il m'a dit qu'il était tellement en colère qu'il pourrait me tuer. Immédiatement, Cathy se précipite chez Rina. Rina? La porte était ouverte. Rina? Une de ses chaussures était par terre. La table était mise. J'étais sous le choc. J'étais sûre qu'il allait la tuer. Je vous en prie. Mon amie Rina m'a appelée et m'a dit que son petit ami allait la tuer. Et quand je suis arrivée chez elle, elle n'était pas là. Quand vous a-t-elle appelé? Il y a environ 3 heures. Je suis allée chez elle, la porte était ouverte, mais elle n'était pas là. Quand vous êtes entrée, y avait-il des traces de lutte ou de sang? Non, mais la table était mise et la nourriture était encore chaude. Vous connaissez le nom de cet homme? Non. Non. Vous êtes de sa famille? Non, on est amis. Je veux signaler sa disparition. On ne peut pas signaler la disparition de quelqu'un seulement après quelques heures. Et comme il n'était pas rare qu'un homme marié s'enfuit avec sa maîtresse enceinte, la police ne chercha jamais à retrouver Rina. Mais Cathy savait au fond d'elle-même que son amie était en danger.
Je suis retournée au travail et j'ai essayé de l'appeler, mais personne n'a répondu. Allez, décroche. S'il te plaît, Rina, décroche. La fois suivante, le téléphone était débranché. J'étais très inquiète. Je pensais à elle tous les jours, mais je ne pouvais rien faire. Je ne savais pas où chercher. J'étais perdue. J'avais personne à qui en parler. Je ne connaissais pas sa famille. Je n'avais pas leur nom, ni leurs adresses. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Après nous avoir raconté tout ça, Cathy Andrade a tout de même pu nous fournir l'adresse du foyer de jeunes filles où Rina vivait avant son déménagement. Ils avaient conservé les registres et ils ont pu trouver la date à laquelle Rina s'y était installée et celle à laquelle elle était partie. Cathy nous avait dit que quand Rina avait quitté le foyer, elle était enceinte de 3 mois. Elle était à 8 mois de grossesse quand elle est morte. Cela nous a permis d'estimer la date de sa mort à mars ou avril 1967. Lorsqu'une femme enceinte est retrouvée morte, le père du bébé est toujours interrogé, car il s'avère que souvent, il est impliqué. Grâce à Cathy, l'inspecteur Parpain sait maintenant que l'amant de Rina était un homme marié, tout comme les 4 propriétaires de la maison où le baril a été retrouvé. En fouillant les archives de la propriété, il découvre que l'espace où le fût était entreposé ne faisait pas partie de la construction d'origine. L'extension a été construite en 1980 et il pense que c'est à ce moment-là que le baril a été déposé dans le vide sanitaire. J'ai tout de suite cherché à identifier le propriétaire à l'origine de l'extension afin de pouvoir le questionner. C'est le 2e propriétaire, Stan Miller, qui est convoqué. Quand j'ai acheté la maison, l'extension était déjà là. Le permis que nous a fourni la ville indique qu'elle a été construite en 1980. Je suis arrivé en 1972 et je vous assure qu'elle y était déjà. Miller explique que l'extension avait été construite illégalement et qu'il avait lui-même entamé les démarches auprès de la ville pour régulariser la situation. Il ajoute que le baril se trouvait déjà là, mais qu'il avait supposé qu'il faisait partie des déchets de construction et qu'il n'y avait pas touché. À votre place, j'irai parler à la personne qui m'a vendu la maison. Un homme prénommé Howard Elkins? Oui. On ne s'attendait pas à ce que l'enquête nous mène au premier propriétaire de la maison. La police enquête alors sur Elkins. Au moment du meurtre, il avait une 40aine d'années, il était marié et père de 3 enfants. Il n'avait aucun casier. Mais une information en particulier attire leur attention. Les inspecteurs apprennent qu'Howard Elkins a fait carrière en devenant associé dans l'entreprise de son beau-père, Melrose Plastics. Une feuille en plastique avait été retrouvée dans le baril, ainsi que de l'halogène vert, un colorant pour plastique. Et il se trouve que le premier propriétaire de la maison possédait une entreprise qui fabriquait, entre autres, des fleurs en plastique. Pendant 20 ans, Howard Elkins a travaillé à l'usine aux côtés de son beau-père et d'un homme prénommé Melvin Gantman. En 1972, quand la société a mis la clé sous la porte, Elkins a vendu la maison de Jericho et a déménagé. On a tenté de le retrouver grâce à son permis de conduire. Et on a découvert qu'il vivait en Floride. Alors on s'y est immédiatement rendu. Avant de l'affronter, la police veut être sûre qu'aucun élément ne leur a échappé. Les inspecteurs décident d'aller parler à Melvin Gantman, son ancien associé, qui vit lui aussi en Floride. Vous reconnaissez ce baril? Oui. On s'en servait pour stocker l'halogène vert, un colorant qu'on utilisait dans les moulages par injection. Et ces perles en plastique? Oui aussi. On les faisait fondre pour en faire des jouets, des fleurs, ce genre de choses. Les différentes pièces du puzzle commencent enfin à s'emboîter. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est en savoir plus sur son ancien collègue. J'ai quelques questions.
Howard Elkins était un homme très bon dans son travail. Il était doué. Il avait beaucoup de force. Il savait parfaitement manier les machines et il était capable de soulever des moteurs. C'était quelqu'un de plutôt costaud. Vous savez s'il avait une petite amie? Oui, une petite latina. Elle était jeune. Elle avait les cheveux noirs et des dents en or. La description qu'il en a donnée correspondait parfaitement à ce que nous avions vu. Il ne connaissait pas son nom, mais il se souvenait qu'elle avait travaillé à l'usine pendant environ 1 an, entre l'année 1966 et l'année 1967. Ses souvenirs étaient flous, mais il se rappelait qu'elle avait brusquement disparu. Vous savez ce qui lui est arrivé? Non, pas du tout. Elle a simplement arrêté de venir. Pourtant, un souvenir étrange lui revient. Peu de temps après la disparition de la jeune femme, un propriétaire d'Hoboken avait appelé, furieux. Il m'a dit de prévenir M. Elkins que s'il ne lui payait pas les loyers qu'il lui devait, il jetterait tout ce qu'il y avait dans l'appartement. Les vêtements, la télé. Melvin transmet le message à un Howard impassible. D'accord, je m'en occupe, t'inquiète pas. Il a pris sa voiture et il est allé à Hoboken. Là-bas, il a récupéré une télé, une valise et un manteau. Mais il ne m'a pas dit d'où il venait. Ce qui était un mystère pour Melvin Gantman en 1967 est une évidence pour Parpain et Edwards 30 ans plus tard. Elkins était allé débarrasser le nid d'amour qu'il louait pour Rina après avoir caché son corps dans un baril sous sa maison. Ils peuvent maintenant appréhender le tueur. Howard Elkins, police du comté de Nassau. Il était surpris de nous voir. Il avait l'air pris au dépourvu. Vous reconnaissez ce fût? J'ai bien peur que non. Ce n'est pas ce que vous utilisiez à l'usine? Non, ce qu'on utilisait était bien plus petit que ça. Et ces perles? Non, ça ne me dit rien. Cela faisait 25 ou 30 minutes qu'on interrogeait M. Elkins. Et rien de ce qu'il nous avait dit n'était vrai. Aviez-vous eu une aventure avec une femme lorsque vous travailliez à Melrose Plastic? J'ai eu une aventure, c'est vrai, mais très courte. Mon beau-père l'a découvert et m'a dit d'y mettre un terme, alors je l'ai fait. Comment elle s'appelait? Je m'en souviens pas. Vous la reconnaissez? Non. C'est la première fois que je vois cette femme. Mais le temps passait. Alors on lui a demandé si on pouvait récupérer un échantillon de son ADN en lui prélevant un peu de salive. Il a refusé en nous disant qu'il savait ce qui allait se passer s'il acceptait. Je lui ai demandé de quoi il parlait et il m'a répondu qu'il avait vu à la télévision qu'on pouvait fabriquer des preuves. Donc il a refusé. J'ai fini par lui dire qu'on n'était pas là pour rien et qu'on avait de bonnes raisons de croire qu'il était coupable. Et que c'était lui qui avait tué cette fille. J'ai été clair avec lui. Je lui ai dit, on va partir, mais je vais obtenir un mandat. Je reviendrai effectuer un prélèvement ADN et je le comparerai à celui du fœtus mort. Je vais m'assurer que vous finissiez votre vie en prison. C'est compris? Il a hoché la tête et on est parti. Le lendemain, les deux inspecteurs reçoivent un appel de la police de Palm Beach. La femme d'Elkins venait de signaler sa disparition. Le matin même, il serait parti en laissant son portefeuille. Vous pouvez envoyer quelqu'un? La police se met immédiatement à sa recherche et sillonne la ville. 3 quarts d'heure plus tard, il se rend chez son meilleur ami parti en vacances. Des renforts arrivent. Je répète, des renforts arrivent. Ils l'ont retrouvé sur la banquette arrière du véhicule du propriétaire.
Il s'était suicidé avec un fusil de calibre 12. Le fait de le retrouver mort a été une victoire douce amère. J'étais persuadé de sa culpabilité. Il a choisi de se tuer. Mais j'aurais voulu une autre fin. De retour à New York, l'ADN d'Elkins est comparé à celui du fœtus que portait Rina. Son ADN collait à celui du bébé. Il ne faisait aucun doute qu'Howard Elkins en était le père. Parpain et Edwards avaient enfin résolu le mystère de l'inconnu du fût. Ils avaient trouvé son meurtrier et pouvaient enfin classer le dossier. Ils peuvent aussi reconstituer sans mal les minutes qui ont précédé la mort de Rina Marroquin, 25 ans. Cathy, Rina? il m'a dit qu'il allait divorcer, mais c'est faux. J'ai appelé sa femme. Je lui ai dit qu'on allait avoir un bébé. Ensuite, il m'a appelé et il m'a dit qu'il était tellement en colère qu'il pourrait me tuer. Ne bouge pas, j'arrive. D'accord. Fais vite. Comment t'as pu me faire ça? Tu devais tout lui avouer. Et je le ferai quand je l'aurai décidé, c'est clair? Je t'ai tout donné. Tout! Suis-moi, on y va! Je ne veux pas. Non, arrête. Elkins conduit Rina à l'usine de plastique à Manhattan. Il est tard et l'usine est fermée. Il n'y a personne et l'endroit est silencieux. Reste ici. Où est-ce que tu vas? Je reviens, bouge pas. Pardonne-moi. Je t'en prie. Je voulais bien faire. Pardon. Il l'a tuée de plusieurs coups à l'arrière de la tête. Elle est probablement morte sur le coup. À côté de lui, il y avait un baril. Elle était menue. Alors il l'a soulevée, l'a pliée en deux pour que ses pieds soient au niveau de sa tête et il l'a glissée à l'intérieur. Elkins ne peut évidemment pas laisser le fût à l'usine. Alors il le ramène chez lui et récupère plusieurs sacs de billes en plastique. Le lendemain, une fois seul, il les vide sur le corps. Mais une fois rempli, le fût est trop lourd pour être déplacé. Sa femme allait rentrer du travail et ses enfants de l'école. Il était coincé. Alors il l'a fait rouler et l'a caché sous l'extension. C'était la seule solution. Il l'a laissé là pendant 30 ans sans jamais être inquiété. Pendant que lui vivait sa vie et prenait soin de sa famille, elle a passé 30 ans enfermée dans un baril, sous sa maison. Je n'ai jamais pu ressentir de pitié pour Howard Elkins, pas après ce qu'il avait fait à Rina Angelica Marroquin. J'étais désolé de son suicide, mais seulement parce que j'aurais voulu le traîner en justice et qu'il réponde de ses actes. J'aurais voulu qu'il finisse sa vie en prison. J'aurais voulu entendre le jury le déclarer coupable au procès. Même après toutes ces années, je peux pas m'empêcher de me dire que si j'étais arrivée 5 ou 10 minutes plus tôt, il l'aurait pas emmenée et elle serait encore en vie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.